La robustesse en 2026, ce n'est plus seulement ça démarre le matin, c'est un écosystème complet. Moteur qui tient, boîte qui ne claque pas, électronique qui ne plante pas. Et surtout, pas de rappel tous les 6 mois. Sur ce terrain-là, le constat est brutal. Plus votre voiture ressemble à une tablette roulante bourrée d'hybrides complexes et d'écrans partout, plus c'est la loterie mécanique. Alors oui, je vais vous parler des classements officiels, des enquêtes consommateurs et des retours terrain. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi, en 2026, être solide, c'est d'abord rester simple dans un monde qui vous vend de la complication. Car derrière chaque fonction connectée, chaque assistant de conduite, chaque écran tactile se cachent des capteurs, des calculateurs, des mises à jour logicielles. Autant de points de défaillance potentiels qui transforment votre voiture en ordinateur roulant avec tous les risques que cela implique. Toyota trône toujours en tête de tous les classements sérieux. Et ce n'est pas du marketing. Vous savez pourquoi? Leur moteur reste peu stressé. Leur hybridation HSD est éprouvée depuis 20 ans. Et leur gestion thermique est maîtrisée. Même quand ils cèdent aux sirènes de l'écran géant, la base mécanique reste une référence. Cette approche japonaise de la solidité repose sur des principes simples mais radicalement différents de la méthode européenne. Amélioration continue plutôt que révolution, épreuve du temps plutôt que course à l'innovation, robustesse plutôt que sophistication. Prenez la Corolla hybride, 122 chevaux, consommation de 4,5 litres, durabilité d'horloge suisse. Pas d'AdiBlue qui vous coûte 2000 € de réparation, pas de turbo qui explose à 80 000 km, pas de boîte robotisée qui vous laisse en panne, juste une mécanique qui marche, c'est tout. Ce véhicule est l'exemple type de la méthode Toyota. Un moteur atmosphérique 1,8 litre couplé à un système hybride HSD éprouvé. Une boîte ECVT sans embrayage ni courroie. Une électronique de puissance maîtrisée. Le résultat? Des propriétaires qui dépassent régulièrement les 300 000 km sans souci majeur, pendant que d'autres changent déjà de voiture au bout de 80 000 km pour éviter les frais. Dans les ateliers Toyota, les mécaniciens vous le confirmeront, une Corolla hybride, c'est de l'entretien préventif à 99%. Changement d'huile, plaquettes de frein tous les 60 000 km grâce à la récupération d'énergie. Et c'est à peu près tout. Comparé avec une 300 litres PureTech, où vous changez la courroie de distribution tous les 160 000 km en priant pour qu'elle ne lâche pas avant. Lexus, c'est du Toyota en costume-cravate. Même ADN, même méthode, mais avec un niveau de finition et d'assemblage encore supérieur. Oui, c'est cher, mais vous payez la tranquillité d'esprit. Une Lexus de 10 ans, ça vaut encore quelque chose. Essayez donc avec une Citroën DS. L'exemple le plus frappant, le Lexus RX, ce SUV hybride qui affiche des taux de panne dérisoires même après 200 000 km. Parlons de Mazda qui sort du lot. Cette marque fait des choix techniques intelligents quand d'autres suivent aveuglément les diktats bruxellois. Leurs moteurs Skyactiv sont brillants, leurs boîtes automatiques sont durables et ils n'ont pas sacrifié la mécanique sur l'autel du tout électronique. Le CX-30, la Mazda 3, des voitures qui fonctionnent encore comme des voitures. Mazda a refusé le diesel en Europe bien avant le Dieselgate, pressentant les problèmes à venir. Ils ont développé leur moteur essence sans passer par le downsizing turbo systématique. Résultat, des mécaniques qui respirent, qui durent, qui ne nécessitent pas d'essence 98 obligatoire ni d'entretien draconien. Leur moteur 2 litres atmosphérique développe 150 chevaux naturellement, sans turbo, sans complexité. Il consomme certes un peu plus qu'un 1,2 litre turbo européen, mais il tiendra 300 000 km sans broncher. Le petit turbo européen, il sera bon pour la casse à 120 000 km. Suzuki, c'est le secret le mieux gardé du marché. Cette marque sous-estimée sort régulièrement dans le haut des classements durabilité européens. Pourquoi? Simplicité, masse contenue, mécanique robuste. La Swift, le Vitara, pas de fioritures, mais ça marche. Et quand ça casse, ce qui est rare, ça ne coûte pas un rein. Suzuki applique une recette simple. Des voitures légères, des moteurs peu sollicités, une électronique réduite au strict nécessaire. C'est moins glamour qu'une européenne bourrée de technologie, mais c'est infiniment plus solide. Prenez le Vitara avec son 1,4 litre booster jet. 129 chevaux, turbo moderne mais pas surdimensionné, consommation raisonnable. Ce moteur ne pousse pas à bout ses composants comme les downsizing européens. Résultat, longévité exceptionnelle et coût d'entretien dérisoire.
Honda complète ce club japonais, moins médiatisé que Toyota, mais avec un niveau de solidité constant et peu de scandales industriels majeurs. Leurs hybrides peuvent être excellents, même si Toyota garde l'avantage historique sur cette technologie. Honda a une approche différente, moins conservateur que Toyota, plus innovant parfois, mais toujours avec cette obsession japonaise de la durabilité. Leur système hybride iMMD est remarquable de simplicité et d'efficacité. Leur moteur VTEC garde cette réputation de longévité qui fait la renommée de la marque. D'ailleurs, analysons un instant cette excellence japonaise. Elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'une culture industrielle qui privilégie la durabilité à la nouveauté, la simplicité à la complexité, l'éprouvé au révolutionnaire. Quand nos constructeurs européens changent de stratégie tous les 3 ans au gré des modes politiques, les Japonais perfectionnent leur mécanique sur des décennies. Cette approche s'appelle le Kaizen, l'amélioration continue. Plutôt que de révolutionner leur gamme tous les 5 ans pour faire du marketing, ils améliorent imperceptiblement, mais constamment leurs produits. Un moteur Toyota, c'est souvent le même bloc de base, développé sur 15 ou 20 ans, avec des milliers de petites améliorations qui le rendent de plus en plus solide et efficace. Les fournisseurs japonais travaillent avec les constructeurs depuis des décennies, créant une relation de confiance et d'expertise mutuelle. Résultat, des composants éprouvés, testés, fiabilisés année après année. À l'inverse, nos constructeurs européens changent de fournisseur au gré des appels d'offres et des économies comptables, sacrifiant la continuité technique sur l'autel de la rentabilité à court terme. Mais il y a une surprise dans ce classement durabilité 2026. Dacia, oui, Dacia. Cette marque low-cost roumaine fait mieux que la plupart des constructeurs premium européens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font du simple et l'assument. Moins d'électronique, solution éprouvée, coût contenu. Dacia, c'est l'anti-tendance assumée. Pas d'écran 15 pouces, pas d'assistant de parking qui ne marche qu'une fois sur 2, pas de commande tactile qui vous oblige à quitter la route des yeux. Juste des boutons physiques. Des mécaniques connues. Une Dacia Sandero, c'est rarement raffiné, mais c'est honnête. Moteur atmosphérique ou turbo maîtrisé, boîte manuelle robuste, électronique réduite au strict nécessaire et surtout, coût total imbattable face aux européennes suréquipées qui vous promettent la lune et vous livrent des rappels. Le secret de Dacia? Ils utilisent des composants Renault-Nissan éprouvés depuis des années, montés avec une vision de simplicité maximale. Pas de recherche effrénée de raffinement, juste l'essentiel qui marche. Résultat, des voitures qui tombent rarement en panne et qui coûtent presque rien à réparer quand c'est le cas. Leur moteur 1 litre TCE 90 chevaux, c'est la version assagie et fiabilisée des premiers TCE problématiques. Renault a appris de ses erreurs et Dacia en profite. Attention, je ne dis pas qu'il faut acheter aveuglément. Certaines motorisations Dacia ont eu leurs problèmes, notamment les premiers TCE. Mais globalement, cette marque offre un rapport solidité-prix qui fait honte aux constructeurs français traditionnels. La différence? Dacia ne prétend pas révolutionner l'automobile. Ils font des voitures basiques, avec des composants éprouvés, assemblés correctement, vendus honnêtement. C'est moins sexy qu'une Peugeot avec ses promesses technologiques, mais c'est infiniment plus prévisible et durable. Pour accéder à nos analyses complètes sur les modèles à choisir et ceux à fuir absolument, rendez-vous sur heuredelauto.com. Dans notre boutique, vous trouverez l'e-book « Les marques et moteurs à fuir contre choisir » avec tous les détails par modèle, les motorisations à éviter et nos recommandations d'achat actualisées. Parce qu'en 2026, bien choisir sa voiture, c'est éviter le piège des constructeurs qui utilisent le consommateur comme bêta-testeur. Ce que je vais vous révéler sur les marques allemandes va vous surprendre. Mais voilà le piège du premium allemand. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça casse, vous pleurez devant la facture. Une panne rare sur une BMW, c'est souvent 1 500 € minimum. La même panne sur un Toyota, c'est 300 €. Et des pièces disponibles partout. BMW montre parfaitement le piège du premium moderne. Des voitures techniquement abouties, souvent brillantes à conduire, mais avec une complexité électronique qui transforme la moindre défaillance en gouffre financier. Prenez une BMW série 3 récente. Moteur correct, châssis excellent, mais 40 calculateurs électroniques interconnectés qui peuvent transformer un problème de capteur à 50 € en immobilisation complète nécessitant le passage chez le concessionnaire. Cette complexité n'est pas accidentelle, elle fait partie du modèle économique allemand. Vendre la voiture avec une marge modeste,
puis récupéré sur l'entretien et les réparations. Diagnostic obligatoire avec l'outil constructeur, pièces captives, main-d'œuvre spécialisée, vous êtes prisonnier du réseau pour les 20 prochaines années. A l'inverse, un Toyota se répare chez n'importe quel garagiste compétent avec des pièces disponibles partout. Porsche affiche de bons résultats durabilité sur une partie de sa gamme thermique, mais on parle d'un autre univers en coût d'usage, et leur électrification massive ajoute une couche d'incertitude sur la solidité long terme. Porsche, c'est l'exception qui confirme la règle allemande. Quand ils veulent faire de la durabilité, ils savent faire. Leur moteur boxeur, leur boîte manuelle, leur châssis, du grand art. Mais à quel prix? Et surtout, avec quelle évolution? Le virage électrique de Porsche ressemble à un pari risqué sur l'avenir, au détriment de ce qui faisait leur réputation. Mercedes, Audi, c'est la même problématique. L'image premium cache souvent une réalité moins reluisante. Électronique pléthorique, coût de réparation stratosphérique, obsolescence programmée déguisée. Mercedes a abandonné sa réputation de tank allemand pour se lancer dans la course aux gadgets électroniques. Résultat, des voitures certes impressionnantes technologiquement, mais d'une fragilité inquiétante dès que vous sortez de la garantie. Audi suit la même pente, avec des innovations permanentes qui se transforment en autant de points de défaillance potentiels. Leurs moteurs TFSI récents, leurs boîtes S-troniques, leurs systèmes électroniques, tout est fait pour vous éblouir en concession et vous ruiner en après-garantie. Maintenant, le classement concret par catégorie. Pour la solidité moteur-boîte pure, Toyota et Lexus dominent, suivis par Honda, Mazda et Suzuki. Dacia se glisse dans ce peloton sur les versions simples. BMW peut être correcte sur certaines chaînes cinématiques, mais le coût des pannes transforme une bonne solidité en ruine financière. Cette hiérarchie se base sur des critères objectifs: nombre de pannes par kilomètre parcouru, disponibilité des pièces détachées, complexité des interventions, longévité des organes mécaniques principaux. Pour la durabilité électronique, c'est plus tranché. Plus une voiture ressemble à un iPad sur roue avec cockpit numérique et aides intrusives, plus elle multiplie les pannes immobilisantes. Les Japonais maîtrisent mieux cette transition technologique. Les constructeurs qui ont fait du tout-écran leur argument central se tirent une balle dans le pied. L'électronique automobile moderne, c'est des milliers de lignes de code, des dizaines de calculateurs interconnectés, des capteurs partout. Chaque fonction intelligente ajoute une couche de complexité qui peut défaillir. Les Japonais intègrent cette technologie progressivement, en gardant des systèmes de sauvegarde manuels. Les Européens foncent tête baissée dans le tout numérique, sans filet de sécurité. Mais la vraie solidité, c'est le coût total. Toyota et Lexus excellent, coût par panne faible et valeur de revente élevée. Dacia suit avec un coût d'entrée bas et un entretien raisonnable. Le piège moderne, c'est d'acheter une voiture high-tech, moins chère qu'un japonais, et de découvrir ensuite la facture cachée des réparations électroniques. Cette notion de coût total de possession inclut prix d'achat, entretien programmé, panne prévisible et imprévisible, décote, assurance, consommation réelle. Sur tous ces critères, les Japonais dominent largement. Parlons du point qui fâche vraiment. L'Union européenne rend tout le monde moins solide. Les diktats de Bruxelles poussent l'industrie vers le downsizing turbo, les FAP essence, les hybridations complexes, la multiplication des capteurs, le software, partout. Chaque nouvelle norme européenne ajoute une couche de complexité technique qui éloigne la voiture de sa fonction première, transporter des personnes de façon durable et économique. Résultat, on remplace de la mécanique, éprouvée par une usine à gaz réglementaire. Ce n'est pas le progrès, c'est un piège technique pour la classe moyenne, pendant que les bureaucrates non élus s'offrent des rapports et des objectifs totalement hors sol. L'exemple le plus flagrant, l'obligation FAP sur les essences, qui transforme des moteurs simples et durables en bombes à retardement avec leurs problèmes d'encrassement, de régénération forcée, de capteurs défaillants. Euro 7 qui arrive, normes d'émissions en usage réel, contraintes sur les freins et les pneus. Chaque nouvelle réglementation ajoute une couche de complexité qui éloigne la voiture de sa fonction première, vous emmenez du point A au point B de façon durable et abordable. Les constructeurs le savent parfaitement. Les constructeurs européens traditionnels sont pris en tenaille. Ils doivent appliquer des réglementations de plus en plus complexes tout en restant compétitifs face aux marques low cost. Résultat, ils rognent sur la qualité, réduisent les phases de test, externalisent vers les fournisseurs les moins chers. La solidité devient la variable d'ajustement d'un système économique devenu fou.
Les Japonais l'ont compris depuis longtemps, la meilleure technologie est celle qui se fait oublier. La meilleure innovation est celle qui améliore la solidité, pas celle qui la complique. Toyota vend 11 millions de voitures par an avec cette approche. Stellantis multiplie les rappels avec la méthode inverse. Cette différence d'approche explique pourquoi une Toyota de 200 000 km vaut encore quelque chose sur le marché de l'occasion, quand une Peugeot du même âge est considérée comme une voiture à problème. Le choix vous appartient, mais les faits sont têtus. En 2026, la durabilité automobile a encore une nationalité. Et cette nationalité n'est ni française, ni allemande, ni chinoise. Elle est japonaise, avec quelques exceptions qui confirment la règle. Accepter cette réalité, c'est s'éviter des années de galère et des milliers d'euros de réparations imprévisibles. La nier, c'est s'exposer aux désillusions d'un marché automobile qui privilégie désormais le marketing à la mécanique.